j'ai voulu savoir quel était le premier livre de fantasy publié. Bon, la fantasy tout le monde connaît, hein, on en trouve partout, au cinéma, dans le jeu vidéo, dans les séries, et puis surtout en littérature. Perso, j'ai longtemps pensé que c'était Tolkien qui avait inventé la fantasy. Et en fait, je me trompais dans les grandes largeurs. C'est bien plus ancien que ça, et justement, j'ai voulu enquêter dessus. Pour cette enquête, j'ai consulté des sites internet, des bouquins, des articles de spécialistes de l'histoire littéraire, et puis j'ai aussi lu pas mal de fiction ancienne. Et ce que j'ai trouvé, c'est justement pas trop ce qui est dit dans les bouquins de l'histoire de la fantasy. Donc je me suis dit que là, il fallait absolument que je vous partage mes découvertes. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver ensemble le premier livre de fantasy. Générique. On n'en a pas. Bon, pas générique alors. Salouété, je suis Fiamoa McBenson et vous êtes sur Littérature Buissonnière, la chaîne qui s'intéresse à toutes les littératures. Pour commencer mon enquête sur la fantasy, j'ai d'abord regardé ce que disaient les bouquins de spécialistes de la fantasy sur le fait de savoir quand a commencé la fantasy. C'est facile, c'est né avec Donjons et Dragons dans les années 70. Ah, tu vas pas commencer à troller dès le début toi. C'est vrai que Donjons et Dragons, vous savez là, le jeu de rôle papier, il a une énorme influence sur la fantasy, notamment dans le jeu vidéo. Mais non, c'est pas Donjons et Dragons qui a inventé la fantasy. Alors j'allais dire Tolkien, mais comme t'as dit que c'était pas Tolkien... Ah, Tolkien. C'est pas lui qui a inventé la fantasy, mais bon, Tolkien quoi. Alors, on connaît Tolkien pour le développement de son univers extrêmement riche, je veux dire, il a été jusqu'à inventer des langues spécialement pour le Seigneur des Anneaux, donc c'était pas encore le cas pour le Hobbit, sorti 20 ans avant, il n'y avait pas encore toutes les langues, tout le développement du monde. Ce travail titanesque qui a été fait sur le monde du Seigneur des Anneaux a vraiment marqué l'histoire de la fantasy, au point qu'il y a un avant et un après Seigneur des Anneaux. Pourtant, c'est pas Tolkien qui a inventé la fantasy. Tiens, par exemple, Conan le Barbare, c'est de la fantasy. La première nouvelle, c'est 1932, 5 ans avant le Hobbit. Ah, donc c'est l'auteur de Conan. Comment il s'appelle déjà? Howard. Il s'appelle Howard. Et non, c'est pas lui qui a inventé la fantasy, faut remonter encore avant. Ah si, attends, j'avais vu un reportage sur Arte où il parlait de ça. Comment il s'appelle déjà, le mec? Guillaume Meurice, c'est pas ça? Guillaume Meurice, non? Guillaume Meurice? William Morris, tu veux dire? C'est exactement ce que je viens de dire. Alors, William Morris... William Morris, c'est un auteur anglais de la fin du 19e siècle qui a écrit effectivement des romans de fantasy. Alors son premier vrai roman de fantasy, c'est The Story of the Glittering Plain, en 1891, mais l'une de ses œuvres les plus connues, c'est The Well at the World's End, la source au bout du monde, qui raconte l'histoire de Ralph, le fils d'un roi, qui s'enfuit de chez lui pour devenir chevalier errant et qui part surtout à la recherche de la source du bout du monde qui aurait des pouvoirs magiques. En chemin, il va croiser des alliés et des ennemis, dont le roi Gandalf. Oui, Gandalf, Tolkien a volé le nom. L'idée de Maurice, c'est de créer des romans inspirés du roman du Moyen-Âge, avec un style un peu moyenâgeux, dans lequel il fout du merveilleux. Bref, c'est de la fantaisie. Pourtant, c'est toujours pas lui le premier à avoir inventé la fantaisie. Alors là... je sèche, désolé. En réalité, ce que disent les chercheurs, c'est... qu'il n'y a pas vraiment de père de la fantasy. En fait, en Angleterre, à partir du milieu du 19e siècle, on commence à avoir des écrivains qui écrivent des romans avec du merveilleux dedans, et qu'on peut déjà appeler de la fantasy. On peut citer 3 œuvres, notamment. Alors, je vous explique rapidement ce qu'il y a dedans pour que vous ayez à peu près une idée de c'est quoi la fantasy à l'époque. Vous avez par exemple The Shaving of Shagpat par George Meredith, sorti en 1854. Et dans cette histoire, vous avez le tyran Shagpat qui oppresse la ville grâce à ses cheveux magiques. On envoie donc un jeune barbier, accompagné d'une enchanteresse, pour le raser. Et en chemin, il croise des êtres magiques, comme des génies, oui c'est censé se passer en Perse, et il trouve aussi une épée magique, bref, un truc classique. Vous avez Fantast, de George MacDonald, 1858, dans lequel le héros se retrouve dans un monde médiévalo-magique, où il va lui arriver pas mal d'aventures. Il va notamment tomber amoureux d'une statue de marbre qui s'enfuit quand il s'approche d'elle, et donc, toute une grosse partie de l'histoire, c'est lui qui essaie de la retrouver et de la rattraper. Et puis, vous avez The Water Babies de Charles Kingsley, 1862. C'est un jeune ramoneur qui se noie et au lieu de mourir, il se retrouve transformé en enfant d'eau. Il vit alors une série d'aventures magiques qui sont censées faire son éducation. Du coup, on pourrait considérer le plus ancien, Meredith, comme le père de la fantasy, mais je pense qu'on peut plutôt parler d'un mouvement global, où plusieurs romanciers anglais qui se connaissaient pas forcément, ne se lisaient pas forcément, ils ont commencé à créer des histoires avec de la magie, du merveilleux dedans. D'ailleurs, parmi ce mouvement, on peut citer Alice au Pays des Merveilles, sorti en 1865. C'est de la fantaisie, Alice au Pays des Merveilles? Plutôt, oui. Ouf. D'après ce que semblent dire les chercheurs, la fantaisie serait donc née au milieu du 19e siècle en Angleterre. La fantaisie est donc d'origine anglaise. Bon, pourquoi pas. Mais quand j'ai vu ça, j'étais quand même un peu embêté en fait, parce que c'est pas que j'aime pas les Anglais, mais en fait, ces livres dont on parle, c'est quoi? C'est des récits d'aventure avec du merveilleux.
Or, les récits avec du merveilleux, ça date bien d'avant cette période-là. Je veux dire, j'ai déjà raconté plein d'histoires avec du merveilleux bien plus anciennes que le 19e siècle. Pourquoi les Anglais, pourquoi pas les Chinois avec Sun Wukong, ou alors les Mandingues avec Sundiata, ou les Indiens avec le Ramayana? Tout ça, c'est des récits du merveilleux. De même, pourquoi ce serait pas les romans de chevalerie, ou les contes merveilleux? Bref, je sentais que cette histoire d'anglais, ça allait pas. Le problème, c'est que c'est quand même assez difficile d'aller à l'encontre de ce que disent les chercheurs. Surtout quand on est sur une chaîne de vulgarisation, quoi. Surtout si j'arrive et que je leur dis « Bon écoutez les gars, arrêtez avec vos conneries, la fantaisie a été inventée en 3000 avant Jésus-Christ avec Gilgamesh », bon, je suis pas sûr que je sois très prise au sérieux par les spécialistes. Bah oui, ils vont te dire « On y avait pensé, banane !» Ouais, je me suis dit que pour convaincre, il fallait que je m'appuie sur une définition solide. Et ben j'en ai pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé de définition solide de la fantaisie. Par contre, j'ai trouvé un mémoire de master qui dit qu'il n'y a pas de bonne définition de la fantaisie. Du coup, comment ils font pour savoir ce qui est de la fantaisie ou pas? J'étais un peu bloqué à ce moment-là. Mais je me suis pas laissé abattre. S'il n'y a pas une bonne définition de la fantaisie, c'est pas grave, on va la créer nous-mêmes. Après tout, je sais faire une définition quand même. Allez, je vous montre comment j'ai fait, venez. Tout ça, c'est des bouquins de fantasy. J'ai pris des classiques, et puis j'ai pris aussi des trucs un peu plus récents, comme Les Seigneurs de Bohème ou La Passe-Miroir. Alors j'ai aussi mis un bouquin de Neil Gaiman. Il y a des gros bails qui sont tombés sur Neil Gaiman dernièrement. Une histoire assez sordide, des histoires assez sordides. Je veux pas trop insister là-dessus, vous ferez vos recherches si vous voulez. Mais toujours est-il que j'ai hésité à le mettre. Mais je l'ai quand même mis parce que lui, c'est un représentant de ce qu'on appelle la urban fantasy, c'est-à-dire en fait la fantasy qui se passe dans notre monde à nous, globalement, ou un monde qui est très proche du nôtre, avec les mêmes technologies que nous. Comme vous pouvez le voir, on imagine assez facilement que la fantasy, c'est un truc qui se passe dans un univers médiéval. Alors c'est vrai, il y a le Trône de Fer, le Seigneur de Bohème, le Seigneur des Anneaux, tout ça, ça se passe dans un monde médiéval. En tout cas pseudo-médiéval, mais bon, comme vous voyez, Neverwhere, ça se passe pas dans un monde pseudo-médiéval, tout comme La Passe-Miroir ou Peter Pan. Par contre, le point commun qu'il y a entre tous, c'est que à l'intérieur, il y a du surnaturel, du merveilleux, de la magie. Contrairement à la science-fiction, où il y a aussi du merveilleux, mais le merveilleux est pour le coup technologique, il se base sur la technologie, il se fait pour émerveiller avec des technologies. Ici, ça se base pas du tout sur la technologie merveilleuse, ça se passe vraiment sur la magie, le surnaturel. Alors ce merveilleux, ce surnaturel, il n'est pas étrange à l'intérieur de ces récits. C'est-à-dire qu'il est globalement accepté, ça fait partie de l'univers, il est accepté par les personnages. Alors, vous pouvez avoir des fois au début un personnage qui vient de notre, justement de notre univers à nous, rationnel, etc., puis qui se retrouve propulsé dans un univers magique, c'est le cas par exemple de Peter Pan ou de Neverwhere. Mais une fois que ça c'est fait, en fait, globalement, dans la suite du récit, le surnaturel est normal. C'est pas comme ce qu'on appelle le fantastique, dans lequel le fantastique, il y a du surnaturel aussi, mais c'est quelque chose qui est inexpliqué, qui est bizarre, qui est étrange, qui met mal à l'aise les personnages, qui met mal à l'aise le lecteur. Ce qui n'est pas le cas dans la fantasy. Donc il faut vraiment faire l'opposition entre le fantastique d'une part, donc où le surnaturel est inattendu, surprenant, et il l'est tout au long du récit, et la fantasy où globalement le surnaturel est accepté. Ça, cette opposition elle est très française, les anglo-saxons ne font pas la différence entre le fantastique et le merveilleux, donc la fantaisie étant dans le domaine du merveilleux, mais je pense que c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc voilà, tous ces récits sont des récits merveilleux non technologiques, dans lequel le merveilleux est accepté par les personnages. Voilà à peu près la définition qu'on peut avoir, une définition très simple de la fantaisie. Ah, bah oui, c'est vrai. Si on prend cette définition, l'Odyssée d'Homère, c'est de la fantaisie aussi. Ce qui est un peu, alors pourquoi pas, mais c'est un peu problématique quand même. Parce que regardez, déjà ça c'est tous des textes plus récents, mais à la limite, pourquoi pas. La différence c'est que si on prend tous ces récits, là, chacun a son univers particulier, sa géographie particulière, sa magie particulière. Donc en fait ici, dans tous ces récits, en réalité, l'auteur, il a lui-même créé son propre univers. Ou même s'il n'a pas créé son propre univers, du moins il a créé sa propre magie. Alors que là, ici, la magie, le surnaturel, en fait il préexiste au récit. C'est pas Homère qui a inventé la mythologie. La mythologie, elle préexistait à l'Odyssée. Et je pense que c'est ça la principale différence entre la mythologie et la fantaisie. C'est que la mythologie, le
merveilleux préexiste au texte. Il est là avant, il est déjà connu par les lecteurs, il est déjà connu par l'auteur, bien sûr. Alors que dans la fantaisie, c'est chaque texte qui porte son propre merveilleux, son propre surnaturel. Le merveilleux et le surnaturel, même si ils peuvent se baser sur des choses qui existent par ailleurs, je veux dire la magie, les mages par exemple, bon, c'est ancien. Mais l'auteur, soit il invente, soit en tout cas il compile les trucs à sa manière à lui, ce qui fait que c'est à chaque fois un monde particulier à l'auteur, ou du moins au récit. Alors que dans la mythologie, c'est pas du tout le cas. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment exclure la mythologie de la fantaisie. Et surtout que si en plus on gardait la mythologie, le problème c'est qu'on serait obligé de mettre tous les textes de mythologie du monde entier dans la catégorie fantaisie. Et du coup ce serait un genre qui n'aurait pas de sens en fait. Mais ça n'exclut pas les romans du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Est-ce que justement l'Orlando Furioso c'est un texte de fantaisie? Après tout, l'Arioste, l'auteur de l'Orlando Furioso, a pris le temps de réfléchir et de construire son univers. Je suis pas sûr que tous tes spectateurs savent ce que c'est que l'Orlando Furioso. Oui, pardon. L'Orlando Furioso, c'est un roman de chevalerie de la Renaissance. Bon, en fait, c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un long poème. Mais peu importe. Long poème qui raconte pas mal de trucs, c'est un récit avec beaucoup de personnages. Mais les personnages principaux, c'est Orlando, Roland, vous savez, le chevalier de Charlemagne, qui se prend un râteau et qui du coup devient fou furieux en mode Hulk, genre il casse tout sur son passage. Je vais tout casser. Vous avez aussi Bradamante, une femme chevalière qui essaie de trouver son amant, le sarrasin Roger. Et ces deux personnages, ils passent leur temps à accomplir des exploits et surtout à pas réussir à rester ensemble au même endroit pendant plus de 2 heures. Voilà. Alors il y a de la magie, un voyage dans la lune, plein de combats épiques, voilà. C'est un bouquin très sympa, hein. J'en ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Clairement, ça fait penser à de la fantaisie. D'ailleurs, à la base, j'étais assez porté à considérer l'Orlando Furioso comme de la fantaisie, hein. C'est même un peu ce que je suggère dans ma vidéo sur la question. Sauf qu'entre-temps, j'ai dû revoir un peu mon jugement. Je veux dire, si le livre sortait maintenant, ce serait considéré comme de la fantaisie. Mais au moment où il est sorti, bon... C'est-à-dire que si on le mettait dans la fantaisie, on devrait mettre le roman de chevalerie en général dans la fantaisie. Or, les romans de chevalerie s'arrêtent d'être écrits, en gros, au début du XVIIe siècle. Ils sont réédités après, mais on n'en écrit plus. Et ensuite, le merveilleux s'arrête en littérature. Je veux dire, jusqu'à la publication des contes de fées, il se passe plusieurs décennies pendant lesquelles on n'écrit plus de récits avec du merveilleux. Du moins en France. Donc, si on considérait que la fantaisie commence avec les romans de chevalerie, il faudrait dire que la fantaisie apparaît, puis disparaît, puis réapparaît. Bon, pourquoi pas, mais ça m'embête un peu quand même. Mais surtout, il y a un autre problème. Venez au corps avec moi. Regardez où j'ai rangé mes livres de fantaisie. Dans une bibliothèque particulière. Mélangée avec la SF, certes, mais dans une bibliothèque particulière quand même. Alors que les autres romans, ils sont dans une autre bibliothèque. Et regardez un peu la qualité des bibliothèques. Là, c'est une belle bibliothèque que a laissé une grande tante quand elle est partie s'installer en bord de mer à la retraite. Cette bibli, elle trône bien au milieu de la pièce de manière à ce qu'on la voit bien. Alors que l'autre, en fait, elle est plus isolée, dans un coin de la salle, dans une bibliothèque Conforama sans caractère. Vous remarquez aussi les couleurs, hein. Ici, là, c'est plutôt, il y a pas mal de couleurs, c'est assez coloré, alors que dans l'autre, c'est beaucoup plus blanc, ça fait plus propre. Alors, il y a les bandes dessinées en dessous, mais si on prend au-dessus, ça fait vraiment plus sérieux, en fait. En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que la fantaisie, bah, c'est pas tout à fait pareil que la littérature blanche, c'est-à-dire la littérature normale. Je veux dire, j'ai pas envie de mélanger avec la littérature blanche. C'est un signe que bah, je conçois la fantaisie comme un genre à part de la littérature blanche. Parce que le problème, il est là. La fantaisie, c'est avant tout un genre littéraire qui s'oppose à un autre genre littéraire, la littérature blanche, ou normale. Oui, je dis normale parce qu'elle n'a pas vraiment de nom, en fait. On peut parler de littérature blanche, justement en référence à la couleur, et en opposition à la littérature noire, le polar, quoi. Mais certains, comme moi, préfèrent dire littérature réaliste. Alors oui, la littérature réaliste et la littérature de l'imaginaire, je les ai mis dans 2 bibliothèques différentes.
Je suis pas le seul à le faire, hein. C'est le cas aussi dans la plupart des bibliothèques municipales. Moi, je suis juste un exemple. Voilà, je me suis juste pris en exemple. Notez que dans ma bibliothèque blanche, j'ai aussi des bouquins avec du merveilleux. J'ai par exemple du Marc Lévy, Italo Calvino et Garcia Marquez. Tous ces bouquins ont la particularité d'avoir du merveilleux dedans. Et pourtant, ils font pas partie de la fantaisie. Ils sont pas dans la bibliothèque de fantaisie. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas publiés par les mêmes éditeurs que la fantaisie, mais par des éditeurs plus classiques. Du reste, ils n'écrivent pas que de la fantaisie. Italo Calvino, par exemple, il vient du roman réaliste, de même pour Gabriel Garcia Marquez, pour qui, de toute manière, la magie n'est qu'un élément parmi d'autres. De même, ils sont pas forcément lus par le même public. En d'autres termes, ils font pas partie du même microcosme que la fantaisie. Je vais pas trop insister sur le terme de genre, parce que c'est hyper compliqué à définir ce qu'est un genre, les scientifiques sont pas tous d'accord entre eux. Mais retenez juste que la fantaisie est un genre littéraire à la base, et un genre littéraire qui est moins bien considéré que la littérature blanche. Bah oui, c'est laquelle qui est dans ma belle bibliothèque. Bon, ça dit, j'ai pas forcément fait exprès, mais globalement, on peut aussi dire qu'il y a un procès en légitimité qui est fait à la fantaisie et sur la littérature dite de genre en général. Tiens, regardez ce bouquin-là, plein de textes théoriques. Bah, savez-vous combien de textes sont consacrés à la fantaisie dedans? 0. Et vraiment, hein, il n'y a pas un truc au détour d'une phrase. Non, la fantaisie est exclue du champ littéraire légitime. Ce qui est complètement débile. Je veux dire qu'on aime ou pas, c'est la littérature, point barre. Enfin, il y a vaguement un truc qui parle de la littérature populaire, c'est-à-dire autour de la romance, mais ils appellent pas ça de la littérature, mais plutôt de la paralittérature. Genre, ça ressemble à de la littérature, mais c'est pas vraiment de la littérature. Il est évident que c'est faux, c'est de la littérature. Mais quand même, ça nous indique que la littérature de genre, donc fantasy, polar, romance, ce sont des littératures illégitimes, moins dignes d'intérêt pour les ayatollahs de la littérature. Et je pense que cette idée de paralittérature, de littérature illégitime, ça fait un peu partie de l'ADN de la fantaisie en fait. Je veux dire, la fantaisie se construit aussi avec ce rapport très ambivalent vis-à-vis de la légitimité. Et je pense du coup que ça fait vraiment partie de ses caractéristiques. Mais ça, cette idée de moins bien considérer que le genre dominant, en fait, ça s'applique pas aux romans de chevalerie. C'était eux le genre dominant, le genre prestigieux à l'époque. Donc, c'est le deuxième argument pour lequel ça m'embête de dire que le roman de chevalerie, c'est déjà de la fantaisie. Donc on va devoir un peu affiner notre définition. La fantaisie, c'est donc un genre littéraire moins bien considéré que le genre dominant, dans lequel on a des récits d'aventure marqués par un merveilleux non technologique, accepté par les personnages. Bon, c'est un peu long, mais c'est à peu près la définition que j'ai inventée. Elle n'est pas parfaite, hein, peut-être qu'on va devoir l'affiner, mais on commence à avoir du tangible quand même. Alors cette définition, j'avais deux candidats qui me semblaient remplir les critères. Les romans de la Bibliothèque Bleue et les contes merveilleux. On va donc un peu se pencher dessus. Alors la Bibliothèque Bleue, en fait, c'est pas une bibliothèque, c'est plutôt un type de bouquins pas cher qui sont sortis entre la fin du XVIIe et le milieu du XIXe. C'est des bouquins qui avaient souvent une couverture bleue, d'où le nom Bibliothèque Bleue. Typiquement, c'était un peu la première littérature écrite populaire puisque en fait, grâce à leur prix, elle était accessible au plus grand nombre. Elle s'est donc pas mal développée auprès des classes populaires et dans les campagnes. Or, comme toute chose qui se développe auprès des classes populaires, c'est une littérature qui s'est retrouvée méprisée. Donc on est aussi ici dans la paralittérature. La Bibliothèque Bleue, il y avait tout un tas de textes de récits, mais ceux qui nous intéressent ici, c'est les romans de chevalerie. Attends, t'avais pas dit que les romans de chevalerie s'étaient arrêtés au début du XVIIe siècle? Ce que j'ai dit, c'est qu'on a arrêté d'en écrire. Sauf qu'ils ont continué à être publiés dans la Bibliothèque Bleue. Alors le côté littérature mal considérée, ça peut faire penser à de la fantaisie, c'est évident. Sauf que, quand même, le côté réédition d'œuvres plus anciennes, c'est pas à prendre à la légère. Non, parce que, je veux dire, si on republie l'Odyssée maintenant, même en version cheap, ça fait pas un roman de fantaisie pour autant. Donc j'aurais tendance à dire que ça ressemble à de la fantaisie, mais ça n'en est pas. Enfin, non, ça n'en est pas, non. Ah, peut-être que ça l'est un peu quand même. Parce qu'en fait, quand ils rééditent des bouquins, en réalité, les éditeurs n'hésitent pas à en enlever des passages pour que le texte soit le plus court possible, ça coûte moins cher, puis à adapter des passages pour que ça reste compréhensible, ou parce que l'éditeur a trouvé que c'était plus efficace d'insister sur tel épisode plutôt qu'un autre. Tant et si bien que le texte qu'on a dans la Bibliothèque Bleue, au bout d'un moment, il finit par plus beaucoup ressembler au roman d'origine. Et du coup, ce roman qui ressemble plus trop au roman d'origine, il est produit après l'époque du roman de chevalerie, et il semble donc avoir toutes les caractéristiques de la fantaisie. Pire même, puisqu'en réalité, quand vous regardez les dates, en fait, le roman de la Bibliothèque Bleue disparaît, du moins en France, au moment où le roman de fantaisie apparaît en Angleterre. Donc est-ce que la fantaisie, ce serait pas que la continuité des romans de chevalerie de la Bibliothèque Bleue? Auquel cas, ce serait le même genre littéraire en fait. En fait,
je suis pas certain qu'il y ait un lien entre les deux. Déjà, c'est pas les mêmes éditeurs, c'est pas les mêmes écrivains, c'est pas le même public, et puis, en fait, l'influence du roman de chevalerie de la Bibliothèque Bleue sur la fantasy est très limitée. Donc, j'aurais envie de dire, c'est pas tout à fait le même genre littéraire. Allons voir d'autres candidats. J'avais aussi d'autres candidats un peu épars, hein, genre Le Voyage de Gulliver, ou les bouquins de Cyrano de Bergerac, je savais pas trop où les mettre. Mais souvent, comme c'est des œuvres isolées, qu'il est difficile de ranger dans un genre particulier, donc je les ai laissés de côté. Parce que moi, ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Et dont on peut dire que la fantaisie actuelle est l'héritière directe. Et ce genre, je l'ai trouvé. C'est le conte. Après tout, on a une influence très claire du conte sur les premiers récits identifiés comme de la fantaisie. Pinocchio, Peter Pan, à vrai dire, même Tolkien est influencé par le conte. Si vous prenez Le Hobbit, ça ressemble quand même beaucoup à un conte en réalité. D'ailleurs, quand vous regardez, maintenant, les adaptations de contes, on range ça dans de la fantaisie. La Reine des Neiges de Disney, c'est de la fantaisie, de même Shrek. Tiens, vous savez ce que j'ai trouvé il y a pas longtemps dans le CDI de mon collège? Je vous ai dit que j'étais prof. Ce livre-là, 1000 ans de contes classiques. Et j'étais très hypé par le bouquin, mais en fait, il m'a vraiment énervé. Allez, je vous explique juste après, mais pour l'instant, je voudrais juste vous dire que j'ai ouvert un Patreon pour m'aider à financer la chaîne. Bon, c'est pas sur Patreon, c'est sur Libérapay, mais c'est pareil. Donc voilà, si vous voulez devenir mécène de la chaîne, allez-y, ça me permettrait d'investir un peu dans du matériel, dans des déplacements, etc. et donc d'augmenter la qualité de cette chaîne. Donc je vous mets le lien dans la description et n'hésitez pas à aller faire un tour. Comme je vous le disais, je suis tombé sur ce livre dans mon CDI, 1000 ans de contes classiques. Beau programme, hein? On imagine des centaines de contes depuis le Moyen-Âge, écrits par plein d'auteurs et d'autrices différentes, et que nenni. Les auteurs à l'intérieur, il y en a 4. Perrault, les frères Grimm et Andersen. Et là, je vous avoue que c'est un peu énervant. Bon, déjà, entre les premiers contes de Perrault, c'est globalement 1690. Et les derniers contes d'Andersen, c'est globalement 1873. Je suis désolé, moi, 1690 à 1873, ça fait pas 1000 ans. Mais aussi, c'est un peu agaçant que quand on parle de contes, il n'y a que Perrault, Grimm et Andersen qui apparaissent. Non, parce qu'en ne retenant que ces 3 noms, on laisse de côté tous les autres auteurs et autrices de contes, à commencer par les femmes qui en ont écrit en nombre. Où sont les Madame d'Aulnoy, Madame de Murat, Chevalier de Mailly, Madame l'Héritier, Jeanne le Prince de Beaumont? Et là, j'ai cité que les Français et Françaises, mais si on prend les autres pays, il y en a un paquet d'autres. Mais en plus de laisser plein de noms de côté, ça donne une idée très faible de ce qu'est la diversité du conte en réalité. En fait, entre ces 3 noms, il y a juste 2 types de contes essentiellement merveilleux. Les contes issus de collectes, qui ont été plus ou moins réécrits derrière, c'est ce qu'ont fait les frères Grimm et Perrault, et puis les contes purement inventés par l'auteur, comme c'est le cas pour Andersen. Mais il y a aussi plein d'autres types de contes. Tiens, j'ai dressé une petite liste rapide par ordre d'apparition. Vous avez par exemple le conte de fées, puis après vous avez le conte des mille et une nuits, les contes parodiques, les contes licencieux, les contes moraux, les contes philosophiques, les contes romantiques. Et il y en a certainement encore d'autres. Donc tout ce qu'on appelle conte, c'est en réalité quelque chose de très protéiforme, c'est pas que le conte merveilleux. Non, parce que entre le Petit Chaperon Rouge et Micromégas qui raconte quand même l'histoire d'un extraterrestre de 42 km de haut, qui débarque sur Saturne, où il rencontre des nains de 2 km de haut, et avec l'un d'entre eux, ils partent sur la Terre et rencontrent des êtres microscopiques à leurs échelles, les hommes, avec lesquels ils vont parler philosophie. Bref, entre le Petit Chaperon Rouge et Micromégas, il y a quand même un gouffre. Nous, comme candidats pour les premiers textes de fantasy, c'est bien sûr les contes avec de la magie qui vont nous intéresser, donc essentiellement les contes merveilleux, mais aussi les contes romantiques. Sachant qu'on ne va retenir que les contes inventés, pas les contes issus de la littérature orale. Non pas qu'ils soient pas intéressants, pas du tout. Mais c'est juste que si on devait prendre en compte le conte oral, on serait obligé de mettre tous les contes oraux merveilleux de la planète dans la catégorie fantasy. Et du coup, ce serait un beau bordel. On n'y arriverait pas, c'est pas possible. Par ailleurs, dans le conte oral, l'élément magique repose souvent, sur des croyances locales qui donc préexistent au récit. Or, comme on l'a vu dans notre définition de la fantasy, nous, ce qu'on veut, c'est que l'élément magique soit lui-même propre au récit. Ça peut être purement inventé, ou ça peut aussi être la compilation de plusieurs types de systèmes de magie. Je sais pas, moi par exemple, les fées et l'alchimie, si on les met ensemble, ça fait un nouveau truc. Et si c'est juste une fée qui fait de la magie comme les autres fées d'autres contes, je vais pas les faire rentrer dans mon corpus. Je vous rappelle qu'il faut quand même réussir à convaincre de ce qu'on veut prouver. Donc il faut qu'on reste quand même très carré sur nos définitions. Une fois que j'ai éliminé un certain nombre de contes, je me suis aperçu que les meilleurs candidats pour trouver une origine de la fantaisie, c'est les contes romantiques. Et les principaux représentants, il y a un ou deux français, mais c'est essentiellement Andersen, voilà,
et les premiers romantiques allemands, qui ont écrit les J'ai jamais fait d'allemand, je sais pas du tout comment ça se prononce ce truc. Kunstmärchen. Les Kunstmärchen, ça veut dire contes de fées artistiques. En gros, les contes de fées inventés à l'écrit. Comme si les contes traditionnels oraux étaient pas de l'art. Mais passons. Et en gros, c'est des contes qui ont été écrits au début du 19e siècle, donc en Allemagne essentiellement. Bon, perso, moi, le romantisme allemand, j'y connais pas grand-chose, voilà. Mais Andersen, je connais un peu mieux. Vous saviez que j'avais fait 1 an de danois à la fac? J'ai tout oublié, mais c'était super chouette. Vraiment très bonne prof. Du coup, eh bien, regardons Andersen pour commencer. Bon. J'ai un peu creusé, j'ai regardé les contes écrits par Andersen, et il y en a 2 qui ont particulièrement retenu mon attention, c'est La Petite Sirène et La Reine des Neiges. Intéressons-nous pour le moment à La Reine des Neiges. Alors, l'histoire a pas grand-chose à voir avec ce qu'en a fait Disney, vous allez voir. C'est l'histoire de Gerda, qui grandit avec Kay, c'est son voisin. Sauf qu'un beau jour, quand ils ont une dizaine d'années, un morceau du miroir du diable vient se ficher dans le cœur et dans l'œil de Kay, qui devient d'un seul coup très très antipathique. Jusqu'à ce que, il se fasse enlever par la Reine des Neiges. Alors un beau jour, Gerda, elle voit plus son ami, tout le monde croit qu'il est mort. Mais au printemps, Gerda, elle part quand même à sa recherche. Alors il lui arrive pas mal d'aventures, elle se retrouve hypnotisée par une sorcière qui veut la garder auprès d'elle, elle devient amie avec un corbeau qui parle, elle se fait capturer par des brigands, etc. etc. À la fin, elle finit quand même par retrouver Kay transformée en statue de glace qu'elle réussit à sauver grâce à son amour. Donc en fait, c'est une fille qui part chercher son ami au bout du monde et qui, chemin faisant, va rencontrer plein d'êtres magiques et facétieux. Ça nous rappelle quand même quelque chose, non? L'une de ses œuvres les plus connues, c'est The Well at the World's End, la source au bout du monde, qui raconte l'histoire de Ralph, le fils d'un roi, qui s'enfuit de chez lui pour devenir chevalier errant et qui part surtout à la recherche de la source du bout du monde qui aurait des pouvoirs magiques. En chemin, il va croiser des alliés et des ennemis, dont le roi Gandalf. Mais oui, cette histoire est très peu éloignée des premiers romans de fantasy anglais, notamment des histoires de William Morris, où un jeune homme part dans une quête, et où il me semble que si on considère les romans anglais du milieu du 19e siècle comme de la fantasy, on n'a aucune raison de ne pas considérer La Reine des Neiges comme de la fantasy. Je crois qu'on tient quelque chose là. Vérifions quand même que La Reine des Neiges corresponde à tous nos critères. Alors, la fantasy, c'est un genre littéraire moins bien considéré que le genre dominant. C'est bon, le conte était moins bien considéré que le genre dominant. En plus, Andersen, il écrivait pour des enfants, donc c'est encore pire, j'ai envie de dire. Donc oui, on est dans du moins bien considéré que le genre dominant, ça marche. Dans lequel on a des récits d'aventure. Oh oui, elle part à l'aventure, y a pas photo, elle va jusqu'au fin fond de la Laponie. Marqué par un merveilleux nom technologique accepté par les personnages. Ah oui, il y a de la magie, c'est globalement accepté. Non, je pense qu'on est sur du solide là. La Reine des Neiges, c'est autant de la fantaisie que le Magicien d'Oz ou Alice au Pays des Merveilles. Mais du coup, si Andersen c'est déjà de la fantaisie, est-ce qu'on peut pas encore remonter avant? Je me suis un peu plongé dans la biographie d'Andersen, et en réalité, déjà c'est un auteur romantique. En fait, il était pote même avec tous les romantiques d'Europe, il voyageait beaucoup. Mais plus particulièrement, il a été très influencé par justement les romantiques allemands, ceux qui écrivaient les Kunstmärchen. Tiens, par exemple, La Petite Sirène est en partie inspirée de Londine, de la Maud Fouquet, sortie en 1811, soit 24 ans avant La Petite Sirène. De même, quand on reprend les premières œuvres d'Andersen, tiens, celui-là, Promenade du canal de Holmen. Bon, ça paraît con comme titre, sauf que chemin faisant, notre personnage, devinez qui est-ce qu'il rencontre? Le diable. Oui, c'est pas courant. Et vous savez qui est-ce qui copie ici? E.T.A. Hoffmann. Qui? E.T.A. Hoffmann. Bon, c'est un écrivain allemand du début du 19e qui est très connu pour ses contes fantastiques. Lui aussi, il est dans la mouvance des Kunstmärchen. Donc, même si je voulais pas vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, je connais très mal la littérature allemande, par honnêteté intellectuelle, j'ai dû me plonger un peu dans la littérature romantique allemande du début du 19e. Et j'ai pas été déçu, figurez-vous. Mais avant quand même un petit mot sur le romantisme. Alors, je vais simplifier au maximum, parce qu'on peut écrire des thèses entières sur ce que c'est que le romantisme. Le romantisme, il se base avant tout sur le rejet de la modernité héritée des Lumières. Il prône en fait un retour à la pensée magique, à la nature, à l'irrationnel. Donc vraiment, voilà, c'est l'opposé des Lumières. Et ce faisant, il y a une fascination pour les époques où cette pensée magique, cette nature était omniprésente, du moins dans ce qu'ils imaginent. C'était à la fois le Moyen-Âge, mais aussi l'Antiquité non gréco-romaine, comme l'Antiquité celtique ou germanique. Quelque part, d'ailleurs, la fantaisie de Tolkien, c'est exactement le même délire, on voit clairement la continuité entre les deux. Donc les romantiques, forcément, ils ont vu dans le conte de fées traditionnel le Märchen en allemand, qui commençait à être recueilli, notamment par les frères Grimm. Ils y ont vu une sauvegarde du passé mythique et de cette pensée magique, en fait. Ils se sont donc mis à créer leur propre conte de fées,
Et c'est ce qu'on appelle en allemand le fameux Kunstmärchen. Alors, il y a pas mal de contes fantastiques, hein, c'est-à-dire avec l'éruption de l'irrationnel dans notre monde. Irrationnel qui donc ne s'explique pas vraiment. Par exemple, je sais pas, une rencontre avec le diable, voilà, ça marche pas. Hein, mais vous avez aussi quelques contes qu'il est difficile de considérer comme du fantastique. En guise d'exemple, je vais vous raconter vite fait l'histoire d'Ondine, de la Motte Fouquet, 1811. C'est l'histoire d'un chevalier qui un beau jour se retrouve coincé chez des pêcheurs à cause d'un torrent qui a débordé et qui rend l'accès à la ville impossible. Or ces pêcheurs ont une fille adoptive, Ondine, qui est un peu bizarre mais très jolie et qui a 18 ans. Alors les jours passant, le chevalier et la jeune fille tombent amoureux. Or il se trouve qu'un beau jour, un moine réussit à arriver jusqu'à eux et il les marie. Après le mariage, Ondine se comporte d'un coup beaucoup moins bizarrement. Et elle finit par expliquer au chevalier qu'en réalité, c'est une princesse ondine, c'est-à-dire un être élémentaire d'eau, et qu'elle avait été envoyée auprès de ses parents adoptifs dans le but qu'en grandissant, elle puisse épouser un homme et avoir une âme, car les ondines n'acquièrent une âme qu'en épousant un humain. Après les noces, le torrent qui les empêchait de passer se calme et ils peuvent retourner au château du chevalier. Sauf que, chemin faisant, ils croisent l'oncle d'Ondine, qui est un peu bizarre, mais pas méchant. Il veut juste protéger Ondine. Ce qui est pas très difficile pour lui étant donné qu'il peut contrôler l'eau. C'est lui qui avait fait déborder le torrent et l'avait calmé après le mariage, histoire de forcer un peu le destin. Arrivé au château, tout le monde est content de retrouver le chevalier qu'on croyait mort, et par la même occasion de rencontrer Ondine. Tout le monde sauf Bertalda, qui est la fille adoptive d'un comte qui habite non loin, et qui est amoureuse du chevalier. Sauf que très vite elle s'aperçoit qu'elle s'entend super bien avec Ondine, du coup elle voudrait la détester mais elle y arrive pas. Bon, très rapidement, Ondine découvre que ses propres parents adoptifs, les pêcheurs, sont en réalité les parents biologiques de Bertalda. Elle finit par le lui dire devant tout le monde. Sauf que Bertalda, apprenant ça, elle pète un câble, disant qu'elle ne peut pas être la fille de vulgaires pêcheurs. Elle fait un tel scandale que ses parents adoptifs, le duc et la duchesse, la renient, et que ses parents biologiques, les pêcheurs, ne veulent plus la voir. Soudain seul, Ondine et le chevalier proposent de l'accueillir chez eux. Le temps passe, les trois compères vivent ensemble, seulement le chevalier il commence à tomber amoureux de Bertalda et à pas mal se disputer avec Ondine. Sauf que le tonton d'Ondine, là, vous savez, celui qui contrôle l'eau, il était resté pas loin, et il comprend qu'il y a embrouille. Il commence donc à en vouloir à Bertalda et au chevalier. Finalement, Ondine, ayant peur qu'il ne s'attaque à ses amis, décide de l'empêcher de venir au château en bouchant le puits. Bah oui, comme c'est un être élémentaire d'eau, il peut aussi se transformer en eau. Du coup, il avait l'habitude de venir par le puits. Bon, le temps passe, l'oncle ne vient plus du coup. Seulement, un beau jour, Ondine et Bertalda ont envie de faire une croisière sur le Danube jusqu'à Vienne. Le chevalier est moyennement chaud, étant donné que sur le fleuve, ils sont à la merci de l'oncle. « Ne t'inquiète pas, lui dit-elle. Tant que vous ne vous disputez pas avec moi, ça se passera bien. » Sauf que ça s'est pas bien passé. L'oncle essaye de leur jouer des mauvais tours, genre faire des grosses vagues, des tourbillons, etc. Bon, Ondine, elle réussit à annuler ses pouvoirs, jusqu'à ce que la dispute éclate entre Ondine et ses deux amis. Et le chevalier finit par dire à Ondine une phrase terrible. « Eh ben, retourne dans ton pays, sorcière !» Ce qu'elle fait, elle se transforme en eau et disparaît dans le fleuve. Le chevalier et Bertalda, même s'ils ne s'entendaient pas toujours très bien avec elle, sont très tristes de la disparition d'Ondine. Mais c'est pas fini. Parce que, le temps passant, Bertalda et le chevalier décident de se marier. Alors, il y a quand même quelques petits problèmes. On dit au chevalier, t'es sûr, Ondine, elle est probablement pas morte, tu sais. Osef qui répond. Il y a même Ondine qui lui apparaît en songe et qui dit, je suis pas morte, si tu épouses Bertalda, je viendrai te tuer. Ah oui, elle fait pas les choses à moitié. Mais, Osef qui répond. Ils se marient donc, et la première décision que prend Bertalda en tant que nouvelle maîtresse du château, c'est de faire déboucher le puits. Sauf que la nuit, qui est-ce qui débarque par le puits? Ondine. Elle s'approche du chevalier, dans son lit. Lui, il la revoit, et en fait, il n'est pas mécontent de la revoir une dernière fois. Il l'embrasse, sauf que les larmes d'Ondine pénètrent dans les yeux du chevalier, vont jusqu'à son cœur, et le tuent. Bon, là, on va pas se mentir, on est à la limite avec le fantastique, mais vu comment le monde magique est développé et expliqué, pour moi, on est déjà dans de la fantaisie. Et oui, ainsi, même si Ondine est un être étrange, le chevalier n'est pas spécialement choqué d'apprendre qui elle est. De même, elle habite à côté d'une forêt avec des êtres magiques, et ça se sait, c'est pas surprenant. Donc on est dans un monde où les êtres surnaturels existent, et même si ça fait peur aux gens, globalement, ils sont au courant. Après, les romantiques, c'est pas les premiers à inventer des contes magiques, puisque Madame d'Aulnoy, dès 1697, elle le faisait déjà. Donc on va peut-être vérifier si finalement la fantaisie,
Elle n'est pas avec le conte littéraire français. Cocorico! Je vous rappelle que j'avais choisi de mettre de côté les contes de fées inventés dont la magie est en réalité copiée uniquement sur les contes traditionnels. Mais il y a un conte que j'ai trouvé pour lequel l'autrice a proposé son propre système de magie. Il doit y en avoir d'autres, hein. C'est un conte absolument formidable qui s'appelle Le Parfait Amour. Oui, le titre est pourri. Et qui a été écrit par Henriette Julie de Castelnau de Murat, dit aussi Madame de Murat, et qui est sorti en 1698, l'année de ma naissance. Donc c'est l'histoire d'une méchante fée en fait, qui a un royaume et qui a conquis les royaumes à côté. Les deux royaumes à côté, il se trouve que c'était un royaume qui était tenu par son frère et l'autre royaume qui était tenu par sa sœur, qu'elle a éliminé. Sauf que le frère avait un fils, la sœur avait une fille. Donc elle les prend avec elle. Le fils, elle décide de l'élever auprès d'elle pour que, quand il sera grand, il épouse sa fille. La fille qui devient très très laide au fur et à mesure que le temps passe et le garçon qui devient très joli au fur et à mesure que le temps passe. Et puis sa nièce, donc la fille de sa sœur, elle l'a enfermée dans une tour au fond du jardin, où elle se développe quand même, où elle devient très 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 jolie. Or il se trouve qu'un bon jour, le garçon et cette jeune fille enfermée là, ils finissent par se rencontrer. Alors ils sont cousins, mais ils deviennent aussi très vite amoureux. Et donc ils se voient le soir en étant amoureux. Sauf qu'un beau jour, la méchante fée, elle décide de marier sa nièce avec un roi pas très intéressant, et elle voudrait aussi que son neveu il se marie avec sa propre fille, comme je vous l'ai dit. Donc là il est très embêté, le héros, parce qu'il veut pas qu'elle épouse quelqu'un d'autre, son amoureuse. Donc du coup il envoie une lettre à une de ses tantes fées aussi, mais une gentille fée pour le coup. Et il reçoit en échange, un anneau avec 4 couleurs dessus, et elle lui dit, dans la lettre que lui envoie cette bonne fée, elle lui dit, voilà, tu vas t'enfuir avec ton amoureuse, tu vas venir chez moi où vous serez à l'abri, et cet anneau, il va t'aider à te sortir de là. Arrive la fête des fiançailles, et là-dessus, très vite, le héros, il veut s'enfuir avec la fille, mais comment la prévenir? Et il la voit là à la fête, mais il peut pas trop s'approcher d'elle, parce que bon, il faut pas non plus que ce soit grillé qu'ils sont amoureux, et il finit par souhaiter de pouvoir lui parler. Et là, d'un seul coup, la méchante fée, le fiancé, la fille de la méchante fée, tout le monde, voilà, ils sont très très fatigués, et ils vont s'allonger. Et donc du coup, il peut parler tranquillement à la fille. Et pendant ce temps-là, il se trouve qu'il y a une couleur qui disparaît. Il y avait 4 couleurs, il y a une couleur qui disparaît de son anneau. Il lui dit, voilà, cette nuit, on va s'enfuir. Pas de problème, ils s'enfuient la nuit, hop là, ils vont. Bon. Je vous épargne les détails, mais au bout d'un moment quand même, la méchante fée, elle finit par s'apercevoir qu'ils sont partis, elle envoie des gens à leur trousse qui finissent par les rattraper. Là-dessus, le héros, il veut combattre avec une épée que lui avait donnée la méchante fée, comme quoi elle est peut-être pas si méchante que ça. Et l'héroïne, elle lui dit non, tu peux pas te battre, tu vas te faire tuer, c'est pas possible, il faut qu'on s'enfuit, qu'on trouve un moyen. Ah, il faut que je trouve un moyen. Et là, bim, l'anneau emploie un pouvoir magique, et la terre s'ouvre, ils sont emportés dans le monde des gnomes. Et là pareil, quand les gnomes arrivent, il y a une couleur qui disparaît. Donc ils passent un peu de temps dans le monde des gnomes, et puis bon, au bout d'un moment ils finissent par ressortir au point où ils en étaient, ils continuent leur chemin, parce qu'en fait ils essaient d'aller vers la gentille fée. Donc ils continuent leur chemin, sauf qu'ils sont encore une fois rattrapés. Ah, même scénario, il veut se battre, la fille dit bah non tu peux pas te battre, il fait encore une fois un vœu qu'on puisse me sortir de là, et là d'un seul coup il y a de l'eau qui apparaît, et ils sont engloutis par l'eau, et ils arrivent dans le monde des ondines. Et encore une fois, quand les ondines arrivent, il y a une couleur qui disparaît de l'anneau. Bon, ils passent un peu de temps là-bas, puis pareil, même histoire, au bout d'un moment ils s'en vont, ils retournent dans le monde normal, ils s'en vont, et là-dessus, ils se font retrouver, donc à nouveau, il se fait un souhait, et cette fois, il y a un mur de feu qui apparaît, et ils sont emportés dans le monde des salamandres, qui sont des êtres élémentaires de feu. Encore une fois, cette fois, il y a la 4e couleur qui disparaît. Pareil, ils y restent, et puis ils repartent. À nouveau, ils sont rattrapés, décidément, et ils sont pas très loin de chez la gentille fée, mais ils y sont pas encore, quoi. Et donc là-dessus, le héros fait encore un vœu, sauf que, en fait, sur son anneau, il y avait 4 couleurs. À chaque fois qu'il faisait un vœu, il y avait une couleur qui s'effaçait. Et en fait, il avait de droit qu'à 4 souhaits. Or, il en a fait 4. Les 3 pour aller dans les mondes magiques, et puis le premier pour pouvoir voir son amoureuse. Et en fait, le truc pour l'amoureuse, il aurait pas dû l'utiliser. Il aurait dû le garder pour ce moment-là. Mais bon, peu importe, il prend son épée, il combat, sauf qu'au premier coup, son épée se brise en 1000 morceaux. Et ils se font attraper, ils retournent chez la méchante fée. Là-dessus, il y a un être magique qui apparaît pendant le chemin, un être qui vole, qui apparaît, qui dit bonjour, je suis un sylphe, être élémentaire de l'air,
Et il se trouve que j'aurais bien aimé agir, mais comme tu as fait déjà tes 4 vœux, bah j'ai pas pu agir. Donc j'ai pas pu te sauver. Donc ils sont emportés là-bas, il se passe quelques trucs, mais finalement, Deus Ex Machina, la gentille fée finit par dire, bon allez, ça suffit, il y en a marre de cette méchante fée. Elle attaque la méchante fée, elle réussit à la vaincre, et bon, le héros et l'héroïne peuvent donc se marier sans aucun problème. Voilà. Oui, ils sont cousins, mais bon, t'occupes. C'est pas grave. On peut. À l'époque, on pouvait. En soi, on est quelque part dans de la fantaisie aussi, hein, puisque là, l'autrice, elle s'est pas contentée juste de reprendre une fée des contes de fées, mais elle a créé en fait son propre système magique. Je veux dire, les salamandres, les gnomes, etc., ça vient pas des contes de fées. C'est pas l'autrice qui les a inventés, hein. Non, ça vient en fait de l'alchimie. En fait, c'est ce qu'on appelle les êtres élémentaires. Il y en a 4, un pour chaque élément. L'élément à queue, l'élément de l'eau, on les appelle les ondines. Oui, comme le nom du conte de la mode Fouquet, puisque la mode Fouquet s'est aussi inspirée de l'alchimie. Bref, quand on regarde les critères de la fantaisie, bah, a priori, c'est de la fantaisie, hein. Donc c'est elle qui aurait inventé la fantaisie. Cocorico! Sauf qu'il y a un truc qui me chiffonne dans cette histoire, c'est qu'en fait, les mondes qu'elle décrit, ce sont des ébauches, à peine un paragraphe ou deux, alors que dans la fantaisie, au contraire, on passe beaucoup de temps à décrire les mondes magiques. Donc, bon. On passe aussi beaucoup de temps à le faire dans le Kunstmärchen, hein. Par exemple, dans Isabelle d'Égypte de Achim von Arnim, l'héroïne, elle crée une mandragore vivante. Et en l'occurrence, la façon dont l'auteur décrit le processus de création de la mandragore est extrêmement détaillée. Or là, dans le conte français, bah, c'est très peu détaillé. Peut-être que quand même, on va devoir rajouter un truc à ma définition. Donc la fantaisie, c'est un genre littéraire moins bien considéré que le genre dominant dans lequel on a des récits d'aventure marqués par un merveilleux inventé non technologique, accepté par les personnages et où une partie importante de la narration est consacrée à la description de ce merveilleux. Ah oui, c'est long, hein, c'est long. Bref, les auteurs de Kunstmärchen, eux, c'est ce qu'ils font, hein. Là où c'est du coup pas le cas des premiers conteurs et conteuses françaises en réalité. Et justement, le fait de décrire en détail certains éléments, notamment le merveilleux, tout comme dans une moindre mesure le fait de mettre des héros agissants, en fait c'est pas vraiment ce qui vient du conte à la base, c'est plutôt un truc qui vient du roman. En réalité, les contes inventés, avant les romantiques allemands, ils sont très proches du conte oral, là où les romantiques allemands, c'est plus subtil. Ils préfèrent prendre des motifs du conte, mais en y ajoutant une narration moderne, comme on la trouve alors dans le roman. Et si c'était ça, c'était là que la fantaisie naissait finalement, quand, sur le conte merveilleux, on commence à s'affranchir de la narration du conte traditionnel pour aller plus vers la narration romanesque. En d'autres termes, c'est à partir du moment où le roman commence à rencontrer le conte, c'est là que naît la fantaisie. On peut parler des précurseurs anglais, parce que c'est les premiers à faire des romans réellement, mais je pense plutôt qu'il faut faire commencer la fantaisie non pas au moment du basculement clair vers le roman, mais au moment de l'hybridation. Donc au moment où les conteurs ont utilisé les procédés du roman pour faire de nouveaux récits. Donc pour moi, la fantaisie naît en réalité avec le romantisme allemand, au tournant du 18e, 19e siècle, soit 50 ans avant les Anglais. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais pourquoi les chercheurs dans le domaine de la fantaisie ne retiennent généralement pas les romantiques allemands, ou au moins Andersen, comme parents de la fantaisie? J'y vois deux raisons. D'abord, on va pas se mentir, à partir du milieu du 19e siècle, la fantaisie se développe essentiellement en Angleterre, là où ça a tendance à s'arrêter ailleurs. Et la fantaisie qu'on a actuellement dans le monde, elle vient en réalité d'Angleterre, ou du moins du monde anglo-saxon. Donc, vouloir faire commencer la fantaisie en Angleterre, c'est pas surprenant. Le seul truc qu'on ne voit pas avec ça, c'est qu'en réalité, la littérature anglaise, elle s'inscrit dans la littérature européenne. Et typiquement, à l'époque, les romantiques, les textes, ils voyageaient énormément et étaient traduits. Je veux dire, toute l'Europe du Nord connaissait Andersen en fait, qui a eu un immense succès. Et la deuxième raison, c'est le fait que ce qu'on considère habituellement comme premières occurrences de la fantaisie, c'est des romans, comme je vous l'ai dit. Et je me demande si c'est pas là le signe d'un certain mépris pour le conte en réalité, qui ne mériterait même pas d'être étudié par les penseurs de la fantaisie. Souvent d'ailleurs, ils en donnent une vision très sommaire, sans prendre en compte la diversité de ce qu'on appelle le conte. Je veux dire, dans ce bouquin qui s'appelle La Fantaisie, il n'y a pas un mot sur Andersen, ce qui est quand même étrange. C'est à la fois étrange d'ailleurs, mais aussi attristant finalement. Parce que la fantaisie, qui elle-même est mal considérée par le genre dominant du roman, à son tour, elle considère mal le conte, qui serait un genre encore plus mineur. Vous comprenez, nous on est dans la paralittérature, c'est vrai, mais quand même, on fait du roman. D'ailleurs, les écrivains de contes littéraires eux-mêmes
bah, ils sont pas bien blanc-bleu vis-à-vis du conte oral, hein, qui ne serait pas littéraire aussi. Ce qui est faux. Donc il y a une espèce de jugement de valeur entre les différents acteurs des genres qui quand même pose problème. Et là j'ai cité seulement le roman, le conte, mais en fait ce mépris pour d'autres genres considérés comme moins littéraires, il est partout parmi les critiques. Et c'est peut-être pour ça que je suis finalement là avec Littérature buissonnière, à essayer justement de considérer les littératures dans leur ensemble, en évitant les jugements de valeur, et essayer de faire découvrir la beauté d'autres littératures qu'on n'aurait pas pris le temps d'étudier. Bref, j'essaie de casser les codes, les barrières qu'on se met soi-même vis-à-vis d'autres littératures qu'on considère comme moins intéressantes. Il y a des trucs intéressants dans toutes les littératures. Il faut juste apprendre à enlever ses œillères, et j'espère que Littérature buissonnière vous aide à le faire. Tiens d'ailleurs, en parlant d'œillères, peut-être qu'avant cette vidéo, vous n'aviez jamais entendu parler de la Bibliothèque Bleue, ce qui est bien dommage. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, je n'en avais jamais entendu parler pendant mes études. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus qui a bien fonctionné, il paraît qu'elle est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à aller la voir. Du coup, en plus, ça augmentera mon watch time, l'algo YouTube, il sera content, il proposera plus mes vidéos aux spectateurs, donc voilà, c'est tout gagnant, et en plus, vous apprenez des trucs, donc c'est super. Allez, je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures. Ou à l'été!